Qu'est-ce qu'un accouchement physiologique? On a souvent tendance à mettre un peu dans le même panier l'accouchement physiologique et l'accouchement sans péridurale. L'accouchement physiologique nécessite de ne pas avoir de péridurale, c'est une condition nécessaire mais très largement insuffisante. C'est-à-dire que simplement ne pas avoir de péridurale mais être dans une position non physiologique, entouré de plein de monde et non dans l'intimité, avec éventuellement des hormones de synthèse, etc., on va s'éloigner très largement d'une naissance physiologique. Donc, pour qualifier un accouchement de physiologique, il faut respecter le travail naturel des hormones de la naissance. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser qu'un accouchement, c'est un acte médical, que les femmes ne savent pas mettre au monde leur bébé sans intervention extérieure, que le corps est défaillant et que sans l'intervention de tout un staff, on prend des risques démesurés pour la mère et pour le bébé. La réalité est tout autre. Le corps de la femme est parfaitement adapté à la mise au monde de son bébé, ça va sans dire, sinon ça fait longtemps que l'humanité aurait disparu. Et il y a tout un travail complètement incroyable qui se produit dans le corps au moment de l'accouchement, le travail des hormones de la naissance, il y en a beaucoup, on ne va pas les citer ici, et qui permettent les contractions de l'utérus, l'ouverture du bassin, la progression du bébé, l'extension des tissus pour que le bébé sorte. Alors c'est vrai que ça paraît complètement foufou de se dire qu'on a un bébé qui va sortir de notre ventre par notre vagin, mais c'est pourtant ce qui va se produire et globalement sans encombre si on respecte pleinement la physiologie. Pour t'en convaincre, j'aime pas trop ce mot-là, mais je vais parler quelques minutes de tout ce qui se passe au tout début de la conception du bébé, donc à partir du moment où la fécondation a eu lieu, que deux gamètes se sont rencontrés, il va se créer un organisme unicellulaire d'abord, et puis 2 cellules, 4, 8, 16, 32 cellules dans le ventre au chaud, dans le ventre de maman. Ces cellules au départ peuvent remplir toutes les fonctions possibles dans le corps du bébé, et puis petit à petit, elles vont être orientées vers une mission particulière. Et donc, les cellules ont des petits muscles, et celles qui vont rester le plus au centre de l'organisme vont devenir le bébé, et puis celles qui vont être en périphérie vont devenir le placenta. Et au 7e jour, ce petit organisme va venir se poser quelque part sur les parois de l'utérus, et le placenta va s'installer là, et s'accrocher aux parois de l'utérus pour ne plus s'en détacher jusqu'à la naissance du bébé. À partir de là, les échanges entre maman et bébé vont permettre à l'embryon de se développer, à devenir un fœtus. Les cellules vont choisir la fonction qui leur revient, cellules olfactives, cellules de l'œil, du muscle, du mollet droit, bref. Donc c'est complètement incroyable ce qui se passe pendant toute la période de gestation, toute la vie intra-utérine de cet enfant, sans qu'on ait rien à faire, hein, c'est fabuleux. Alors parfois il y a des petits couacs dans le parcours, mais enfin globalement ça se passe plutôt pas mal. Et on voudra nous faire croire qu'au moment de la naissance, tout ça part en cacahuète, sous prétexte que la tête est trop grosse, le bassin est trop étroit, que quand on s'est relevé, on a resserré les os du bassin, etc. Tout ça, c'est des croyances très anciennes, hein, ça date de la révolution néolithique. Et donc, il est vrai que pendant des siècles, il y avait parfois des situations qui se terminaient pas bien, hein, des accouchements qui se terminaient pas bien, mais c'était pour des complications qui sont aujourd'hui facilement anticipables, comme par exemple le placenta prévia, qui est un placenta qui vient se placer sur le col et qui fait qu'au moment de la naissance, le placenta sort devant le bébé, donc ça on comprend assez aisément que ce soit une complication grave. Aujourd'hui à l'échographie, on peut tout à fait identifier un placenta prévia, dans ce cas-là on fait une césarienne évidemment, et on est très heureuse de pouvoir bénéficier d'une césarienne dans des bonnes conditions. Et puis il y avait aussi le problème du bébé coincé, hein, qui ne sort pas, mais bon, ben ça c'était parce que les femmes souvent avaient été malnutries pendant l'enfance, et donc elles avaient un bassin, elles avaient souffert de rachitisme, et donc le bassin était atrophié, et ça ne permettait pas de mettre son bébé au monde dans de bonnes conditions. Voilà, et puis donc les hémorragies de la délivrance qui étaient largement provoquées par le contexte, donc ça on pourra y revenir un petit peu, et puis surtout tu pourras découvrir tout ça sur mon documentaire Faut pas pousser par exemple, si ça t'intéresse. L'hémorragie de la délivrance, grande question. Et puis il y avait aussi la fièvre puerpérale, qui était une contamination bactérienne de la maman en travail, faite par des médecins qui allaient disséquer des cadavres et puis qui venaient faire des touchés vaginaux aux femmes. Tout ça, c'était avant
la compréhension du monde bactérien avant Pasteur, avant Semmelweis. Donc voilà les principales causes de mortalité. Donc autant dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de fièvre puerpérale, on n'a plus de bassin rachitique, et on anticipe les placentas prévia. Et globalement, on peut anticiper la plupart des complications. Si on respecte la physiologie, la naissance se passe très bien dans 90% des cas. Alors qu'est-ce que c'est donc qu'un accouchement physiologique ? Eh bien, c'est un accouchement durant lequel on respecte parfaitement les besoins de base de la femme en travail. C'est Michel Audin qui résume ça comme ça. Les besoins de base de la femme en travail sont le respect de son intimité, le fait qu'elle ne se sente absolument pas observée. Il faut que la femme se sente dans un petit coin sombre avec personne alentour pour la regarder, pour qu'elle puisse rentrer dans la danse de la naissance. Donc ce besoin de ne pas être observée, le respect de son intimité, c'est essentiel. Autant dire que la maternité, c'est compliqué. Ensuite, il faut qu'elle se sente en sécurité, absolument en sécurité, donc qu'elle n'ait pas peur, parce que la peur génère la sécrétion d'adrénaline, et l'adrénaline, c'est l'ennemi de l'accouchement, hein. L'hormone de l'accouchement, la principale, c'est l'ocytocine, et pour sécréter de l'ocytocine, il ne faut pas d'adrénaline, les deux ne marchent pas ensemble. Donc il ne faut pas avoir peur ni froid, pour les mêmes raisons, et puis ni faim ni soif, il faut manger à sa faim, boire à sa soif. Il faut pouvoir être mobile, la mobilité est essentielle, et la verticalité également. Et puis, ultime, c'est le débranchage du néocortex, c'est-à-dire comme quand on fait l'amour, pour jouir, il vaut mieux débrancher son cerveau. Pour accoucher, c'est la même chose, puisqu'il faut sécréter les mêmes hormones et qu'il faut rentrer dans la danse et se connecter la femme sauvage qui est en nous pour mettre ses bébés au monde. Voilà. Donc, si on respecte totalement toutes ces conditions essentielles, on peut alors parler d'un accouchement physiologique. Et c'est un voyage qui se passe globalement très bien avec les suivis de grossesse d'aujourd'hui. Si on a vu que pendant la grossesse tout allait bien, qu'il n'y a pas de complications, cet accouchement physiologique, c'est un voyage simple et efficace. Voilà. Alors, est-ce que l'accouchement physiologique est dangereux ? Bah là, la réponse, elle est simple. Non, il n'y a rien de dangereux dans l'accouchement physiologique, puisque justement, on est sur le plus pur respect du processus. L'accouchement est un acte réflexe, au même titre que le fait de vomir ou de déglutir, de digérer, de respirer. Donc on ne peut pas aider, mais on peut protéger, comme dit Michel Audin à nouveau. Donc il n'y a rien de dangereux là-dedans, puisque c'est simplement quelque chose pour lequel le corps est fait, prêt et dispose de toutes les capacités utiles. Donc il n'y a rien de dangereux dans l'accouchement physiologique. Après, on peut parfois faire un peu l'amalgame entre accoucher physiologiquement et accoucher seul au fond des bois. C'est pas la question, il ne s'agit pas d'accoucher seul au fond des bois. Il arrive que au moment de la naissance du bébé, si quelque chose interfère, le placenta se détache pas bien et qu'il y a un risque d'hémorragie qui est infime dans le cadre d'un accouchement physiologique, mais néanmoins c'est quand même chouette d'avoir une sage-femme avec soi pour pouvoir gérer ça. Donc quand on parle d'accouchement physiologique, on ne parle pas d'accoucher seul au fond des bois. On parle d'accoucher dans le plus pur respect des besoins de base. Et donc ça veut dire que le corps fait son travail pleinement, ça veut dire que le bébé est connecté avec maman, qu'il a toute liberté de mouvement, qu'il descend plus facilement forcément. Hein. La descente dans le bassin quand maman est debout, c'est plus facile que de descendre dans le bassin quand maman est allongée sur le dos. Et donc il n'y a rien qui soit plus dangereux dans le cadre d'un accouchement physiologique que dans le cadre d'un accouchement médicalisé. Alors on vient souvent évoquer le risque de terminer en césarienne sous anesthésie générale s'il n'y a pas de péridurale. Ça c'est un petit peu un argument abusé de la part des médecins pour encourager les femmes à prendre une péridurale parce que c'est plus facile de gérer les femmes sous péridurale. Ça permet de rythmer un peu les naissances, hein, les péridurales et les déclenchements. Donc on dit ça, mais c'est pas correct parce qu'en fait on peut poser la péridurale jusqu'à dilatation complète quasiment. Et puis si toutefois il y avait une nécessité de césarienne en urgence, qui est quand même exceptionnelle dans le cadre d'un accouchement physiologique, enfin moi ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus, j'ai jamais eu de situation d'accouchement physiologique par exemple à domicile qui nécessite un transfert en hélicoptère pour une césarienne en urgence. Non, il arrive qu'un accouchement démarre à domicile et se termine en césarienne parce que le travail est beaucoup trop long et donc la maman finalement part tranquillement à la maternité si ça n'avance pas assez vite et puis on attend un peu, on voit ce qui se passe et puis si vraiment ça n'avance pas et qu'elle a trop mal et qu'elle veut une péridurale, elle prend une péridurale et puis si ça n'avance toujours pas, on met des hormones de synthèse pour accélérer les contractions et puis enfin si tout ça n'aboutit pas, éventuellement on fait une césarienne mais ce n'est pas des situations d'urgence absolue comme on nous le laisse entendre aussi dans les médias.
une femme qui commence chez elle et puis qui finalement, voilà. Donc non, ça n'est pas dangereux d'accoucher physiologiquement. On peut anticiper les choses qui ne se passent pas bien, on peut poser une rachianesthésie très rapidement et à la dernière minute. Et puis rappelons quand même qu'il arrive que la péridurale ne fonctionne pas. Donc cet argument qui dit si vous ne prenez pas de péridurale, vous risquez une césarienne sous anesthésie générale, c'est un petit peu exagéré parce que d'une part, en étant dans la physio, on réduit largement le risque de terminer en césarienne. Et puis d'autre part, on peut avoir une péridurale qui fonctionne mal, terminer en césarienne et sous anesthésie générale parce que finalement ça ne marchait pas. Voilà. Donc non, ça n'est pas dangereux de faire le choix de l'accouchement physiologique, c'est un voyage, il faut comprendre ce que c'est, avoir pleinement confiance et non, ça n'est pas un choix foufou et ça n'est pas dangereux et on peut toujours réorienter vers la médicalisation si elle est nécessaire. Voilà. Est-ce que c'est mieux d'accoucher physio ? Alors c'est sûr, je me fais plaisir avec cette question. Je suis donc Nina Naar, je suis la réalisatrice du documentaire Faut pas pousser, qui est un documentaire consacré à la naissance physiologique et une enquête sur la médicalisation de la naissance en France aujourd'hui, auquel j'ai consacré 10 ans de ma vie, et qui fait son chemin un peu partout dans le monde, et qui est un hymne à la physiologie, une invitation au voyage de l'enfantement. Et donc j'ai moi-même 3 garçons qui sont tous nés à la maison. Ça reste des journées merveilleuses pour moi, des très beaux souvenirs, en 2010, 2012 et 2014. Ils sont grands maintenant, enfin presque grands. Et je suis très heureuse, infiniment heureuse d'avoir vécu ces 3 accouchements à la maison, dans ma bulle, en pleine puissance, sans avoir aucune complication. Et puis avec une rencontre à chaque fois incroyable avec mes enfants, puisque le jeu des hormones est assez dingue quand on accouche physiologiquement. Hein, on a tendance à négliger d'informer les parents et surtout les femmes sur l'importance du respect du travail des hormones dans le postpartum, pas seulement dans l'accouchement, mais ce qu'il y a juste après. Et l'ocytocine a un rôle important à jouer dans l'attachement mère-bébé. Alors bien sûr, on peut s'attacher à un enfant même si on a une péridurale ou une césarienne sous anesthésie générale, ou on peut aussi s'attacher à un enfant qui n'est pas biologiquement le sien, qu'on a adopté ou que sais-je, donc tout est possible, mais c'est beaucoup plus facile de s'attacher quand on a vécu un accouchement physiologique parce que, qu'on le veuille ou non, pour tout ce qui touche à la reproduction et à la survie de manière biologique, on est encore les animaux qu'on était il y a bien longtemps, et donc ce travail des hormones est essentiel, et quand on a mis au monde son bébé par soi-même, au moment où on l'attrape et qu'on croise son regard pour la première fois, il se passe quelque chose de complètement incroyable, hein. C'est vraiment le cœur qui bat à tout rompre, on tombe en amour pour son bébé, ça génère un nouveau pic d'ocytocine qui permet de contracter à nouveau l'utérus pour délivrer le placenta, donc c'est en respectant cette rencontre et cette intimité, toujours quand le bébé est né, la naissance n'est pas terminée, il faut délivrer son placenta. Et donc c'est cette rencontre qui permet l'ocytocine, qui permet la délivrance du placenta et la rétractation de l'utérus pour ne pas saigner. Et puis surtout qui va commencer à lancer l'allaitement, la mise au sein, la stimulation des seins. Le bébé va prendre son colostrum. En général, ça se passe très bien quand on a vécu un accouchement physiologique par choix. L'allaitement se passe le plus souvent très bien. Quand on a vécu un accouchement médicalisé, voire très médicalisé, avec l'utilisation d'hormones de synthèse, ou pourquoi pas un accouchement qui se termine en césarienne, eh bien l'allaitement est beaucoup plus compliqué. Donc oui, bien sûr, le postpartum est tellement plus simple et plus facile quand on a vécu un accouchement physiologique. Je ne parle pas du périnée, si, tiens d'ailleurs, je vais en parler un petit peu. Quand on est dans le cadre d'un accouchement médicalisé, la péridurale, plus ou moins dosée, va quand même interférer sur cette phase d'expulsion. L'accouchement se passe en 3 phases. Il y a la phase de dilatation, donc c'est les contractions qui permettent au col de l'utérus de se dilater, de s'ouvrir pour que le bébé sorte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de travail, qui démarre tout doucement avec des contractions assez espacées, pas très fortes, et puis qui s'intensifie petit à petit avec une fréquence qui augmente également et des contractions donc de plus en plus sportives à accueillir, mais néanmoins c'est faisable. Et puis donc ça c'est la phase de dilatation. Et puis quand on est à dilatation complète, quand on est dans le cadre d'un accouchement physiologique, il y a un temps de répit. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'on vient de vivre quand même une tempête, hein, la fin de la dilatation, c'est quand même quelque chose d'assez balèze. Et il y a un temps de répit
avant la phase d'expulsion, où là, ça va être des sensations totalement différentes. La phase de poussée, ça n'a plus rien à voir. Les contractions, c'est quelque chose qui te prend quand même si c'est que l'utérus, ça te saisit un peu tout le corps. Hein. Donc, il y a préparation possible à faire pour apprendre à se concentrer aussi sur toutes les parties du corps où on a pas mal. Hein. La phase de poussée, c'est beaucoup plus localisé. Donc, c'est d'autres sensations, un d'étirement des tissus. Donc, la poussée réflexe, en fait. Alors, même si sur un premier bébé, parfois, il faut s'engager un peu dans la poussée. Et donc, quand il y a une contraction de poussée, on y va, on accompagne. Et puis, au deuxième ou au troisième bébé, ma foi, ça se fait plutôt vite et bien, la phase d'expulsion. Mais en tous les cas, on ne choisit pas à quel moment on pousse, hein, tout comme quand on vomit, on ne choisit pas à quel moment on va sortir ce qu'il y a à sortir. Bah là, de la même manière, ça doit sortir et c'est le corps qui pousse tout seul, c'est totalement involontaire. Alors que quand on est dans le cas d'un accouchement médicalisé avec cette fameuse poussée dirigée, bah là, ça va être très différent. Hein. On a la sage-femme qui nous dit qu'en poussée, parfois, elle nous prépare à la poussée alors que ce n'est pas le moment. Mais souvent, à ce stade, l'utérus est quand même assez fatigué parce que la dilatation a été longue, laborieuse, parce que la position n'est pas adaptée, parce que les hormones naturelles n'ont pas pu bien travailler, parce que la maman n'était pas dans les conditions idéales, et parce qu'avec la péridurale, toute cette subtile chimie est perturbée. Et donc, on a éventuellement mis des ocytocines de synthèse, le fameux syntocinon, qui est utilisé dans 80% des accouchements sous péridurale. Donc, c'est quand même assez systématique. Et donc, à ce stade, la poussée est pas du tout intuitive. La maman ne sent pas si la péridurale est très dosée, elle sent même pas la poussée. Et donc, on voit toutes ces images dans Baby Boom et autres, de femmes allongées sur le dos, les genoux remontés derrière les oreilles, les yeux exorbités, allez-y pousser, bloquez, surtout ne respirez pas sinon vous allez vous faire gronder, enfin bref. Et tout ce travail-là, alors d'abord des fois on voit des mamans qui finissent avec les yeux explosés, hein, les vaisseaux sanguins tout pétés dans les yeux parce qu'elles ont poussé d'une manière pas physiologique du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au niveau du périnée, la même, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont tellement poussé contre nature qu'elles s'abîment le périnée. Hein. Donc elles ont potentiellement beaucoup plus de risques d'avoir des incontinences en postpartum, des déchirures importantes. Hein. Sur un accouchement physio, on peut déchirer un peu, mais c'est rarement la catastrophe. Avec une poussée dirigée, à plus forte raison si finalement, comme bébé est en fatigue, parce que ça fait longtemps, et puis parce qu'il n'arrive pas à s'engager, puis enfin parce que tout est très très long, parce qu'il s'est pris des contractions artificielles au symptôme et qu'il n'en peut plus, et qu'à un moment, on se dit, ok, va falloir qu'il sorte de là, parce qu'il s'est passé 30 minutes depuis le début des poussées, et que dans les maternités, il y a des protocoles, et que donc au bout de 30 minutes, on envisage les forceps, l'épisiotomie, et donc un carnage pour le périnée, en fait. Hein. Donc, oui, je ne vais pas dire le contraire. Oui, pour moi, il n'y a pas photo. C'est mieux d'accoucher physiologiquement. C'est mieux pour le moral. C'est mieux pour la rencontre avec bébé. C'est mieux pour le postpartum sur le physique. C'est mieux pour le périnée. C'est mieux pour l'allaitement. C'est mieux pour tout. On se sent tellement incroyablement forte et capable quand on a mis son bébé au monde par soi-même que tout est plus facile ensuite. Donc, c'est pour ça que je fais tout ce travail, moi, d'information, pour que les femmes prennent conscience que c'est un voyage magnifique et que surtout, on va voir ça à suite, mais elles sont capables de le vivre et que ça vaut le coup, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu es capable de vivre un accouchement physiologique ? Ça, tu le sauras après, mais par défaut, j'ai envie de dire que oui. Si c'est ton souhait, si tu as cette envie-là, le plus difficile, ce sera surtout de ne pas te laisser saboter le projet par l'environnement médicalisé, anxiogène, etc. Mais sur le plan physique, dans la mesure où tu as une grossesse physiologique qui se passe bien, qui n'a pas de complications, tu as forcément les ressources en toi. Et mon travail à moi, c'est de te donner tout ce qu'il faut pour que tu connectes cette force intérieure et que tu sois sûr de ce choix et que tu nourrisses ta confiance en toi et en ton bébé pour pouvoir aller au bout de ce projet. Et puis, si finalement, en cours de travail, tu es fatigué et que les contractions deviennent trop difficiles à encaisser, que tu choisis de prendre la péridurale, et tout ce chemin qui aura été fait sans la péridurale, ce sera un cadeau que tu te seras fait à toi et que tu auras fait à ton bébé. Et ça permettra que la suite se passe vite et bien, parce que prendre une péridurale à 5 ou 6, c'est pas du tout un problème en fait. Donc plus tu vas aller loin dans le surfage des vagues et dans la navigation dans cette mer un peu déchaînée, et plus ça se passera bien.
Et puis, eh ben, on peut miser sur le fait que oui, bien sûr, tu réussisses à mettre ton bébé au monde sans péridurale si on te laisse tranquille, si on respecte tes besoins de base de femme en travail, donc ton intimité, ta sécurité, la verticalité, le mouvement et surtout le débranchage de néocortex. Voilà. Donc, je ne doute pas que tu sois capable. Et puis, dans tous les cas, que tu te donnes les moyens de faire quelque chose qui te convient, de faire des choix éclairés, d'aller le plus loin possible. Et si finalement on change un peu d'optique en cours de route, bah c'est sans regret parce que c'est des choix qui ont été faits en connaissance de cause. Quelles sont les contre-indications à un accouchement physiologique? Bah, ce seraient les indications à une césarienne programmée ou à une césarienne itérative. En tous les cas, par exemple, le placenta prévia. Si tu as un placenta qui est posé sur le col ou trop près du col et qu'on a peur qu'il sorte devant le bébé, bah, il va sans dire qu'on n'est plus dans la naissance physiologique puisqu'il faut faire une césarienne et que c'est très bien ainsi. Voilà. Ensuite, si ton bébé est en détresse avérée en cours de grossesse, sur la fin de la grossesse, et qu'il faut une intervention rapide, eh ben, il ne sera plus question non plus d'attendre tranquillement la mise en route du travail et la naissance physiologique de ton bébé. Ensuite, il y a énormément de situations où on dit aux mamans qu'elles ne peuvent pas accoucher physiologiquement. Donc, par exemple, avec des jumeaux. Donc, ça, c'est un gros dossier, les jumeaux. Donc, évidemment, il y a les jumeaux monozygotes et les jumeaux hétérozygotes. Donc, c'est-à-dire Bibi, c'est 2 placentas, 2 poches. Donc, c'est comme des frères et sœurs, mais en même temps. Donc là, il y a quand même un petit espoir d'aller au bout d'un accouchement sans péridurale, mais c'est pas fastoche. Et puis ensuite, il y a les monobis, donc c'est un seul placenta et 2 poches. Et puis mono-mono, un seul placenta, une seule poche. Alors là, ça devient très très compliqué. Il y a quand même un staff incroyable dans la salle de naissance. On impose la péridurale, etc. Donc c'est difficile d'aller au bout, même si moi je pense que c'est un peu un abus de pouvoir des structures, une exagération des protocoles, parce que la péridurale ne facilite rien, bien au contraire, et que justement dans des situations un peu plus touchy, comme la naissance par le siège également, si le bébé se présente par le siège, eh bien, il est très intéressant d'aller le plus loin possible sans péridurale, parce que sans péridurale, les choses vont vite et bien, alors qu'avec la péridurale, tout peut être plus compliqué. Mais les professionnels ne raisonnent pas de cette manière-là et aiment bien que les femmes aient une péridurale parce qu'ils savent ainsi qu'ils peuvent faire n'importe quel geste sans leur faire mal, qu'ils peuvent faire une césarienne en urgence sans leur faire mal, et ils sont plus à l'aise, plus relax, plus confortables à travailler quand la femme a une péridurale que quand elle n'en a pas. Et puis ils ont, c'est déplorable mais c'est ainsi, une méconnaissance abyssale de la physiologie de la naissance, et donc ils sont intimement persuadés que le corps de la femme est défaillant et que sans la médecine, une femme sur deux se terminerait dans une situation catastrophique. Enfin voilà, donc c'est très complexe de bien communiquer avec la maternité, bien mais pas trop, surtout pas trop, et d'aller le plus loin possible dans un projet d'accouchement physiologique contre vents et marées, c'est pas évident. Là, pour le coup, c'est vraiment mon travail de t'accompagner, si c'est ton souhait, de te donner les infos pour que tu comprennes bien à quel moment la médicalisation est pertinente, à quel moment c'est des protocoles abusifs qui ont vocation à protéger sur un plan médico-légal, mais certainement pas à faire de ton accouchement un beau voyage. Ce n'est pas leur préoccupation majeure. C'est clair que les préoccupations divergent entre les mamans et les soignants. Donc, c'est dommage, mais c'est ainsi. Donc moi, mon travail, c'est de te donner toutes les infos pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé, et faire de sa naissance le plus beau jour de ta vie et de la sienne. Donc de voir jusqu'à quel point on peut aller dans la physiologie, comment on feinte un peu avec les protocoles pour réussir son accouchement physiologique, même à la maternité, et ne pas se laisser pigeonner par une injonction à prendre la péridurale parce que bébé est en siège, parce que ça n'a pas de sens. Donc voilà, si on est bien informé, on peut feinter au milieu de tout ça. Bien sûr, il ne s'agit pas de se mettre en danger, c'est une évidence. Si on a des jumeaux mono-mono avec le premier en siège et le deuxième en céphalique, on ne va pas s'amuser à faire n'importe quoi non plus. Donc voilà, tout est une question d'intelligence, d'information, et je crois que je connais assez bien mon sujet puisque ça fait 10 ans que je travaille quotidiennement à tout ça, que je collecte des témoignages, que je travaille avec des sages-femmes bien sûr, que je suis soutenue aussi par des médecins et des soignants, et donc jusqu'ici personne n'a eu à s'en plaindre. Donc je pense que ça vaut le coup de sortir un peu des clous, hein, parce que si on reste sur les rails, on sait comment ça se termine, et globalement, on est quand même sur de l'industrie, la naissance actuellement. Donc voilà, moi je trouve ça pas très cool. Voilà. Donc
Il n'y a pas de réelle contre-indication, a priori, sauf placenta prévia, bassin atrophié, enfin une déformation, quelque chose qui ne va pas, voilà, mais il y a énormément de contre-indications abusives. Voilà, donc on peut voir ça ensemble si ça te dit. Les professionnels peuvent-ils t'accompagner dans un projet d'accouchement physiologique? Ça dépend des professionnels. Bien sûr, en s'orientant vers un accouchement à domicile avec une sage-femme par définition spécialiste de la physiologie, ça paraît être une bonne option. Si tu t'orientes vers un accouchement à la maternité, ce qui est une option aussi bien sûr, hein, on conçoit facilement qu'il soit plus rassurant d'accoucher dans une maternité qu'à son domicile. L'accouchement à domicile n'est pas pour tout le monde. Donc si tu fais le choix d'accoucher en maternité mais que tu souhaites vivre un accouchement physiologique, il va falloir mettre un peu les professionnels dans la boucle pour qu'ils te soutiennent au mieux. C'est ce qu'on souhaite en fait, hein. Forcément, les femmes se disent que c'est l'idéal d'avoir les sages-femmes de la maternité et puis les gynécos et puis les anesthésistes favorables au projet d'accouchement physiologique, qui soutiennent la maman dans sa démarche, qui l'encouragent à aller au bout puisque c'est un très beau projet de vouloir mettre son bébé au monde par soi-même, etc. Tout ça est fabuleux. La réalité est un peu plus nuancée, c'est-à-dire que ce ne sera pas évident de tomber sur un ou une professionnelle, que ce soit gynéco-obstétricien, sage-femme, anesthésiste, qui te soutiennent réellement dans ton projet d'accouchement physio. Donc on a soit une réticence directe, hein, freine des cas de fer, mais non, vous n'y arriverez pas si c'est votre premier, il est trop gros, vous avez du diabète, enfin bon, tous les prétextes sont bons pour écarter les femmes du chemin de la physiologie. Alors, encore une fois, je dis toujours, il y a une chance sur 10 pour que tu tombes sur une personne, une équipe, une structure qui soit vraiment favorable à la physiologie et qui mette des choses en œuvre pour que les femmes aillent au bout de leur projet. Mais le plus souvent, c'est un peu, moi j'appelle ça des produits d'appel sur les plaquettes, hein, la salle nature, la baignoire, la périambulatoire, le monitoring ambulatoire, plein de choses comme ça qui font rêver, le clampage tardif, hôpital ami des bébés, soutien à l'allaitement, etc. C'est bien joli sur la plaquette, mais moi ce que je constate avec les témoignages que je recueille quotidiennement, c'est que le jour J, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et pire, quand des femmes vont trop loin dans leurs revendications physio et commencent à expliquer la vie aux médecins, hein, parce que c'est vrai que des fois c'est ça, hein, c'est mais enfin moi je sais que le clampage tardif c'est mieux, je sais que la péri c'est pas bien, je sais que la position ça va pas, je sais que je peux aussi ne pas prendre la délivrance dirigée, etc. etc. Elles se retrouvent à se mettre un peu l'équipe à dos, et donc soit c'est le combat direct pendant toute la suite de la grossesse, donc avec des menaces, et puis d'un coup des complications qui se présentaient pas avant, mais là d'un coup, oui, ce bébé est trop gros, le diabète est déséquilibré, ou le bébé est trop petit, ou la quantité de liquide ça va pas, enfin bon bref, il y a tout un tas de trucs qui apparaissent comme ça dans le paysage et qui justifierait de ne pas aller au bout de cet accouchement physiologique, qui indiquerait l'utilisation d'une péridurale, etc. Donc ça, c'est presque le moins pire des scénarios, parce qu'au moins là, la maman, elle prend conscience que, ok, on a décidé de l'enquiquiner et la physio, c'est pas leur truc, et donc ça va être à elle de feinter différemment pour aller au bout de son projet quand même. L'autre scénario possible, et presque le pire, c'est l'équipe médicale qui valide le projet de naissance, hein, c'est ce document qu'on peut présenter à la maternité pour expliquer nos souhaits, et donc validation inconditionnelle de tous les points du projet de naissance, pas de péridurale, monito ambulatoire, salle nature, clampage tardif, pas de délivrance dirigée, enfin, etc. Tout a été validé, c'est merveilleux. Et le jour J, c'est la douche froide, parce que la salle nature n'est pas dispo, la péridurale c'est maintenant ou jamais, l'anesthésie ne sera pas là, la délivrance dirigée c'est une préconisation de l'OMS, il n'est pas question de ne pas la faire, le monito ambulatoire est cassé, donc vous allongez 30 minutes de monito, et puis plus on va faire jouer la forte tête en amont, plus la douche va être vraiment très très froide, voire glacée le jour J, quoi. Donc une chance sur 10 que tu trouves quelqu'un parmi le staff professionnel qui va soutenir réellement ton projet d'accouchement physiologique.
Il y a aussi des chances de tomber sur quelqu'un qui pense avoir envie de le soutenir, mais qui a une telle méconnaissance de la physiologie que finalement, par exemple, l'exemple qui vient toujours, c'est à propos de la délivrance. Tout s'est bien passé, mais on t'impose quand même une délivrance dirigée, on tire sur le placenta, on te demande de pousser alors qu'on n'a pas laissé le temps aux contractions de revenir parce que la sage-femme, elle est pleine de bonnes intentions, mais en fait elle ne sait pas que c'est en mettant bébé au sein, c'est en ne parlant pas à la maman, c'est en ne perturbant pas la rencontre qu'on va permettre à l'ocytocine de revenir jouer son rôle et de refaire contracter l'utérus pour délivrer le placenta le plus naturellement du monde. Mais non, c'est l'obsession, il faut faire avancer les choses, il faut accélérer le rythme, il faut tirer sur le cordon pour décoller ce placenta, il faut injecter du Synto. Enfin, voilà, donc je ne vais pas te mentir, les professionnels dans les maternités ne vont pas être tes meilleurs alliés pour aller au bout de ton projet d'accouchement physiologique. Voilà. Moi, je pourrais l'être par contre. Alors, comment te préparer à un accouchement physiologique ? Ça va être en prenant conscience de tout ce que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo, à savoir que tu vas devoir surtout compter sur toi-même et puis faire de ton chéri ton partenaire contre vents et marées. Donc pour moi, le chemin, c'est de nourrir ta confiance en toi et en ton bébé. De prendre conscience que ton corps est fait pour ça, que ton bébé connaît le chemin et que tout doit bien se passer. Si ta grossesse est physiologique, si tu as eu un suivi tel que le suivi dont on a la chance de pouvoir disposer dans notre pays aujourd'hui, si tout se présente bien et qu'on respecte absolument la physiologie le jour J, il y a 90% de chances que ça se passe hyper bien. Il faut que tu sois convaincu de ça, parce que la peur est l'ennemi de la naissance, l'ennemi de la mise en route du travail déjà, donc il y a toujours cette peur aussi du dépassement de terme, etc. Il faut être méga relax, absolument confiante en ton corps, en ton bébé, savoir que tout va rouler, et c'est comme ça que tout va rouler. Donc c'est le fait de t'être informé, d'aller très loin dans l'information qui va te permettre de nourrir ta confiance en toi. Et c'est la confiance c'est la connaissance qui va te donner la confiance, qui va te donner la puissance et permettre la naissance et ta propre renaissance. Voilà mon petit enchaînement de mots. Parce que c'est un fait, le but n'est pas que toi et chérie vous deveniez des spécialistes de la physiologie ou que vous vous transformiez en sage-femme ou en gynéco-obstétricien, mais simplement qu'en glanant des informations fiables, vous preniez conscience que en fait c'est logique, c'est la simplicité même. Ton corps est fait pour mettre ton bébé au monde, ton bébé connaît le chemin pour venir au monde, et qu'en en ayant fait ce suivi, ça roule et qu'il n'y a pas de situation qui parte en cacahuète en un fragment de seconde. Ça, c'est la propagande, hein, c'est ce qu'on nous raconte partout, mais c'est pas vrai. Et donc, c'est l'information qui va te permettre d'être sereine. Ensuite, moi, je suis assez favorable à la méditation, au yoga, à tout ce qui te permet d'être à l'aise dans ton corps, dans le mouvement, d'être à l'aise dans ton périnée. Donc tout ce qui te permet de bouger librement et d'être bien dans ton corps, ça me semble essentiel. Et la méditation pour apprendre à respirer et puis à accueillir ce qui vient sans se projeter. Parce que c'est pendant le travail aussi, c'est la peur qui pourrait être ton pire ennemi. Donc si pendant le travail tu sais que malgré l'intensité du voyage, tout va bien, que tu as pris l'habitude de communiquer avec ton bébé pendant la grossesse, ça se fait assez naturellement, hein, quand on est enceinte, de toucher son ventre, de discuter avec son bébé. Moi, je trouvais ça assez génial de jamais être toute seule. J'adorais aller nager, c'est quelque chose que je pratique très, très, très régulièrement, mais j'ai donc jamais arrêté pendant mes grossesses, et de nager enceinte, je trouvais ça génial, parce qu'on était deux. Puis bon, alors lui, il prenait pas la tasse, hein, il ne buvait pas la tasse. Enfin, je dis lui, parce que j'ai 3 garçons, hein, donc c'est forcément lui. Je trouvais ça vraiment super, donc d'être en harmonie avec son corps, avec son chéri, avec son bébé, et d'avoir confiance. Donc c'est la connaissance qui donne la confiance. Enfin, en tous les cas, moi, c'est mon approche. C'est en ce sens que je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Et Faut pas pousser, mon documentaire consacré à la naissance, est un très bon outil pour ça. C'est un hymne à la physiologie et c'est une enquête sur la médicalisation. Et je reçois des messages, mais c'est pas grave. Et regarder ce film, c'est nourrir ta confiance et te donner envie de vivre le voyage. Donc c'est vraiment la première chose à faire pour préparer un accouchement physiologique, c'est de regarder Faut pas pousser. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit tous les jours. Il est sorti le 30 septembre 2021.
mon documentaire Faut pas pousser. Et depuis, il fait son chemin un peu partout dans le monde. Et je reçois tous les jours des messages de femmes qui me disent que c'est ce film qui leur a ouvert les yeux, qui leur a donné confiance en elles et qui leur a permis d'aller au bout de leur projet de naissance physio. Elles m'envoient des photos de leur bébé. Et c'est un vrai plaisir pour moi de savoir que je suis à ma place. Donc il y a Faut pas pousser. Et puis il y a l'espace Kaizen Nina, qui est un espace d'information, préparation, d'échange que j'ai créé fin 2022 dans l'idée de prolonger ce travail que je faisais déjà depuis de longues années sur la naissance physiologique en apportant des informations complémentaires qui ne sont pas dans Faut pas pousser, parce que c'est déjà un film qui est long. Donc sur Kaizen Nina, tu trouveras toutes les réponses à tes questions avec des modules sur des thématiques précises. Donc le suivi de grossesse, tous les examens de grossesse, le jour J, comment est-ce qu'on gère de la première contraction aux 24 heures du bébé pour ne pas se faire saboter son projet d'accouchement physiologique et son allaitement, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Et puis un module sur le streptocoque B, comprendre le protocole et puis faire des choix. Un module sur le diabète gestationnel, et puis sur la présentation par le siège, et puis sur la grossesse gémellaire, et puis sur la césarienne, pourquoi, comment, quelles sont les indications, et puis sur les accouchements vaginaux après césarienne. Enfin voilà, il y a énormément d'informations. Je continue de produire des contenus tous les mois pour Kaizen Nina, pour que tu puisses trouver toutes les réponses à tes questions et nourrir ta confiance en toi et en ton bébé. Il y a également des choses sur l'allaitement en cours de réalisation, avec un prochain documentaire sur l'allaitement, mais on va s'en tenir à l'accouchement pour aujourd'hui. Voilà, donc la préparation, c'est ça, c'est pas de miser sur le fait que l'équipe te soutienne le jour J, c'est miser sur toi-même, et chérie, et bébé, et de faire en sorte que tu aies tellement confiance en ton corps qu'il n'y ait plus aucune interférence possible le jour J, ça roule en fait. Voilà, que les hormones fassent leur boulot et que tu débranches ton cerveau. Voilà. Donc il y a évidemment plein de choses sur la préparation, sur Kaizen Nina. Et le jour J, il n'y a plus qu'à se laisser porter, à écouter ton corps. Tu vas sentir une contraction qui n'est pas comme celle de musculation de l'utérus. Avant ça, il y a les contractions de Braxton Hicks, qui sont de la muscu de l'utérus. Donc l'utérus se retrouve en chapiteau, là, tout pointu, mais ce n'est pas douloureux. Alors que quand le travail se met en route, tu sens des douleurs de règles, petites au départ, espacées, tranquilles, et puis le rythme, l'intensité s'accélère, la fréquence augmente, et voilà, petit à petit, ça avance. Et donc là, l'idée, c'est que ce jour-là, tu n'aies plus aucune question à te poser. Donc c'est d'avoir suffisamment balisé les choses en amont pour ne plus avoir à se poser de questions ce jour-là. Et ce jour-là, tu pourras aussi utiliser un module que tu auras regardé sur Kaizen Nina et qui s'appelle Le Grand Jour, et qui justement te propose de te projeter sur cette journée-là, de comprendre comment est-ce que le travail commence, comment est-ce que tu sens que le travail est commencé, à quel moment tu dois partir à la maternité si tu comptes y aller, hein. Comment tu gères l'arrivée à la maternité, comment est-ce qu'on ne se laisse pas perturber, casser la bulle quand on arrive à la maternité. Donc là, à nouveau, chérie a un rôle hyper important à jouer pour que toi, tu sois dans ta bulle et que tu n'aies pas à communiquer avec l'équipe. Tu restes dans ton truc. Si tu arrives le plus tard possible à la mat, tu as des contractions assez balèzes en arrivant à la maternité, il n'est pas question de se mettre à discuter, parce qu'il n'y a rien de pire que de stimuler son néocortex pour saboter l'avancée du travail et rendre les contractions très douloureuses. C'est-à-dire que quand tu es dans ta bulle et que tu as débranché ton néocortex, physiologiquement, il y a des endorphines qui sont sécrétées en même temps que l'ocytocine, et qui te permettent de mieux accueillir la douleur des contractions. Et si on te sort de ta bulle et que ça perturbe le travail des hormones, il n'y a plus trop les endorphines, et ça devient beaucoup plus difficile. Il y a également un ennemi du sans-péri, c'est au moment où tu arrives, alors que tu es vraiment dans le dur, qu'on te demande de t'allonger sur le dos 30 minutes immobile pour faire un monito. Donc ça, c'est infernal. Donc ça, il va falloir se préparer à ça, se préparer soit à la perspective de ne pas pouvoir y couper, soit à demander un monito ambulatoire, ou à dire à la sage-femme, et c'est à chérie de s'en occuper, de faire un Doppler ou un monito, de se débrouiller, mais de ne pas t'obliger à t'allonger sur le dos, parce que ça, c'est vraiment très difficile. Voilà. Donc le fait d'arriver tard, ça a plein d'avantages, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de t'embêter, mais ça a cet inconvénient de faire que ça devient chaud de supporter les contractions, et que ce qu'on va t'infliger à l'arrivée, ça va être un peu déterminant.
Néanmoins, ça me semble être la meilleure stratégie, d'arriver le plus tard possible. Voilà, donc tout ça est expliqué dans le module Le Grand Jour. Et puis jusqu'à la naissance du bébé, avec toutes les questions de clampage tardif, de première tétée, de délivrance dirigée, de tout ce qu'il faut pour ne pas rater son allaitement, etc. Voilà, donc tout est en place sur Kaizen Nina pour que tu puisses réussir tout ça. Voilà, c'est mon travail quotidien. Alors ça sert à quoi de faire le choix de la physiologie? C'est vrai que ça peut sembler maso, hein, pourquoi se priver de la péridurale alors qu'elle existe? Pourquoi s'infliger cette douleur, cette souffrance? Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça change à l'arrivée? L'important c'est que maman et bébé aillent bien. J'ai un appel en même temps. Une vision un peu différente de l'affaire et j'aime bien comparer à une transatlantique à la voile en solitaire. Voilà, on peut se dire qu'on peut tout à fait traverser l'Atlantique en avion, pourquoi s'enquiquiner avec un rafio, les vagues, les embruns, mal manger, mal dormir. Mais la destination est la même, mais le voyage est tout autre et l'état du voyageur à l'arrivée bien différente aussi. Donc c'est ce que je pense de la naissance physiologique, c'est un voyage qui mérite d'être vécu selon moi. Et puis si on ne le fait pas pour soi, on le fait pour son bébé, parce que si lui pouvait donner son avis, nul doute qu'il choisira une naissance physiologique plutôt qu'une naissance médicalisée avec une maman immobile, allongée sur le dos, déconnectée de ses sensations, et puis éventuellement gavée d'ocytocine artificielle qui inflige au bébé des contractions très difficiles à encaisser pour lui, parce que plus rapprochées, plus intenses, et donc des anomalies du rythme, etc., qui se terminent éventuellement avec une extraction instrumentale. Donc ça c'est pareil, les bébés ne peuvent pas nous en parler. Néanmoins, se faire sortir du ventre de sa mère avec la tête coincée dans des forceps, je ne pense pas que ce soit super agréable pour le bébé. Donc il arrive que la médicalisation soit nécessaire, mais si on peut faire sans, je trouve que ça vaut quand même la peine. Et pour aller encore un peu plus loin, le fait d'avoir vécu ce voyage et de se sentir forte, et puis surtout d'avoir su questionner les protocoles, de s'être donné les moyens de trouver des réponses, d'avoir été capable de se dire on peut être seul à avoir raison, d'être sorti du rang, d'être sorti du troupeau, ça fait grandir et ça rend indépendant d'esprit. Et donc ça, c'est pas neutre, je pense. Et puis si tous les bébés avaient des naissances respectées, l'humanité s'en verrait peut-être changer aussi. Donc je crois qu'il y a une infinité de bonnes raisons pour choisir la physiologie de la naissance. Donc moi, j'œuvre quotidiennement pour créer tous les contenus qui vont te permettre de comprendre tout ça, de nourrir ta confiance, de faire des choix éclairés et de vivre ce voyage, d'en sortir grandi, d'avoir confiance en toi, en tes capacités de maman. Pour le couple, c'est bien, pour le bébé, c'est bien, pour l'allaitement, c'est bien, pour la société de consommation aussi, c'est important, parce que finalement, tout ça est très très écolo. Donc voilà, plein de raisons. Donc je te laisse explorer mon travail et je te dis à très bientôt. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Eh ben, tu cliques sur le lien qui est en bas de cette vidéo et puis tu suis le chemin. Voilà, on se retrouve de l'autre côté sur Kaizen Nina.